À 25 km d'Oujda, un poste limitrophe entre le Maroc et l'Algérie. C'est là que, surmontant la querelle frontalière qui, à l'automne 1963, avait provoqué une véritable guerre entre les deux pays, Hassan II et Ben Bella ont échangé l'accolade. Un déjeuner et un long entretien à Saïdia, station balnéaire située quelques 60 km plus loin, devaient permettre aux deux chefs d'État non pas certes de régler, mais de dépassionner les problèmes algéro-marocains. Les injonctions de l'Organisation de l'Unité africaine et la situation intérieure parfois préoccupante des deux pays ne sont pas étrangères à ce choix de conciliation et de sagesse. De retour dans sa capitale, Hassan II a bien voulu accorder à notre envoyé spécial Francis Mercury une interview exclusive. Au lendemain de la rencontre de Saïdia avec le président Ben Bella, doit-on considérer que quelque chose a changé dans votre politique extérieure? Nous ne pensons pas que, avec le président Ben Bella, le problème ait pu revêtir un aspect aussi grave pour un changement radical de notre attitude politique. Nous estimons que de temps à autre, il faut que les chefs d'État se voient, que les responsables se rencontrent, mais il n'est pas question, ni pour le Maroc au lendemain de cette entrevue, ni pour l'Algérie de changer quoi que ce soit sur le plan de leur politique étrangère. Nous restons les uns et les autres attachés à nos doctrines et à nos principes. Ceci n'empêche pas que nous ayons vu les possibilités d'un réaménagement de nos relations et de revoir dans quelle mesure est-ce que nous pourrions régler un contentieux qui existe depuis fort longtemps entre le Maroc et l'Algérie. Nous considérons que la Tunisie, l'Algérie et le Maroc sont des pays complémentaires qui, s'ils s'assurent à eux-mêmes une certaine harmonie dans leur développement, pourront vraiment constituer un partenaire, un interlocuteur avec lequel il faudra compter. Mais si nous nous unirons les uns les autres, et à la concurrence que nous nous ferons, ne sera plus cette concurrence complémentaire que l'on admet actuellement sur le plan économique, mais elle sera par contre une concurrence négative qui fera qu'aucun de nos trois pays ne retirera le bénéfice de ses efforts. Beaucoup de Français vivent au Maroc, ce n'est pas un secret, ils seront nombreux à partir cette année, sans retour. Ce fait est-il, à vos yeux, important? Et pouvez-vous nous dire comment vous envisagez les relations techniques, économiques et de politique générale entre votre pays et la France? Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui vont partir et qui ne reviendront pas. Cela tend tout naturellement à une reconversion naturelle de la présence française au Maroc. Elle fut quantitative, nous la voulons qualitative. Nous la voulons qualitative sur le plan des techniciens, sur le plan des professeurs, sur le plan des médecins, sur le plan des grands économistes, sur le plan des ingénieurs, sur le plan des grosses sociétés d'investissement. Mais il est certain qu'il y a toute une qualité de Français qui vivaient d'un petit commerce, qui vivaient d'une représentation, qui vivaient d'activités qui ne peuvent plus avoir leur place dans ce pays à partir du moment où des cadres marocains sont là pour prendre leur relève. Il y a donc toute une reconversion à faire, car il y a des Marocains qui sont actuellement aptes à reprendre la place de ces Français. Le petit magasin de mercerie, le petit magasin de chaussures, le représentant de moto, le représentant de machines à coudre et d'autres activités. Eh bien, cela ne nous sont ni utiles à nous, ni utiles à vous, Français. Par contre, il y a une autre qualité de Français que nous désirons, que nous accepterons avec plaisir et que nous ferons tout pour retenir. Mais en tout état de cause, même aux petits qui, malgré les difficultés, auraient choisi de rester au Maroc pour se reconvertir dans un autre domaine, ou pour tout simplement vivre ici de leur rente, qu'ils sachent qu'en tout état de cause, notre pays reste ouvert selon les traditions de son hospitalité. Lorsque j'ai analysé les problèmes qui ont amené l'explosion de Casablanca, sans pour autant la justifier, sans pour autant donner raison aux émeutes de la rue, que l'ordre a été obligé de mater, parfois avec beaucoup de dureté. Je me suis vu dans l'obligation d'être extrêmement honnête vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de mon peuple. Et beaucoup d'erreurs qui ont été à la base de ces émeutes auraient pu, à mon avis, être évitées. Et c'est ainsi que
Disons que les émeutes de Casablanca, tout en revêtant un caractère détendu que nous ne pouvions pas attendre ou que nous ne pouvions pas imaginer, a été quand même un élément révélateur d'une situation qui nécessite une reprise en main de la population, une reprise en main de la conscience nationale, une reprise en main des critères devant lesquels tout homme de bonne foi, tout honnête homme et tout patriote conscient se doit vraiment de faire un examen de conscience vis-à-vis de lui-même d'une part et vis-à-vis de tous ceux qui le suivent, soit dans son mouvement politique, soit dans son organisation syndicale. Dans cette union nationale que vous proposez aux Marocains, sire, vous avez utilisé la formule « il y aura du sang et des larmes », c'est-à-dire énormément d'efforts. Pourquoi? Parce que le Maroc, monsieur, n'a jamais choisi la voie de la facilité. Et nous en payons actuellement les conséquences.